Extraculasse. Bonjour, chères poditrices et poditeurs de Parlons Pratique. Nous vous souhaitons une très belle année. Pour 2024, nous vous concoctons de nouveaux épisodes qui, on l'espère, vous passionneront autant que nous. Et pour ce premier épisode, de quoi allons-nous parler, Régis ? Aujourd'hui, on s'intéresse à ces profs qui sont dans leur classe et auprès de leurs élèves chaque jour, mais qui sont aussi présents sur les réseaux sociaux où ils sont suivis par des milliers, parfois des centaines de milliers de personnes. Alors, comment les appeler ? Profs influenceurs, influenseignants ou simplement producteurs de contenu ? On verra avec nos invités dans quelle dénomination ils se reconnaissent. Mais qui sont-ils et elles alors ? Maths, français, histoire, sciences, langue, sport, toutes les disciplines sont concernées sous des pseudos tels que Wonder Woman, Maîtresse Adeline, Athéna Sol, Mister English, Madame en Secpa, les maîtresses en basket ou encore juste un prof, il y en a des tonnes. Et qu'est-ce qu'ils et elles publient ? Alors des leçons, des tutos pédagogiques à destination des élèves, ils ou elles parlent de leur quotidien pour donner à voir le métier au grand public, ils ou elles peuvent aussi prodiguer des conseils ou partager leur expérience avec leurs pairs. Et il y a de l'humour aussi, pas mal d'autodérision. Et ça véhicule une image plutôt positive du métier de prof. Alors, quelles sont les motivations de ces profs influenceurs ? Est-ce qu'ils contribuent à véhiculer une nouvelle identité professionnelle ? Est-ce qu'ils participent au développement professionnel de leurs collègues ? Surtout, quelle éthique pour ces pratiques qui mêlent sphère personnelle et professionnelle ? On voit ça tout de suite avec nos 3 invités. Profs influenceurs de la classe au réseau, c'est parti. Nicolas Gaube, alias Un Prof Heureux, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur de sciences de la vie et de la terre en collège en région Occitanie. Vous êtes formateur académique en réseau d'éducation prioritaire. Vous avez été finaliste, dans les 10 finalistes même, du Global Teacher Prize. C'est une récompense annuelle qui est décernée par une fondation à un enseignant qui a apporté une contribution notable à la profession. Vous êtes historiquement sur YouTube, où vous avez quelque chose comme 17 000 abonnés, je crois, et votre biographie dit de vous: un prof qui a l'audace d'être heureux vous parle de son métier dans cette nouvelle chaîne résolument optimiste, petit smiley sourire. Vous êtes aussi sur Insta et sans doute sur d'autres réseaux, mais une question express pour commencer. Donc vous faites partie de cette communauté de profs actifs sur les réseaux sociaux qu'on appelle parfois influenceurs, influ-profs, influ-enseignants. Comment vous vous définiriez ? Alors, en ce qui me concerne, je crois que le mot qui me qualifie le mieux, c'est simplement vulgarisateur. Voilà. Parce que influenceur, on se dit qu'on influence quelque chose. Je n'en ai aucune certitude, mais ce que je sais, c'est que je vulgarise différentes choses, donc ça me va bien, vulgarisateur. Merci. Romain Rennes, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes en fait PhysiGeeks sur les réseaux. Vous êtes professeur de physique-chimie en collège dans le civil, si on peut dire, dans les Pays de la Loire, mais aussi musicien et producteur de contenu donc sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Vous savez combien vous avez de followers ? Le maximum sur Instagram, c'est 46 000, presque 47 000 à l'heure d'aujourd'hui. Et votre bio dit « Je fais des vidéos pédagogiques ou des capsules vidéo à destination de mes élèves ou de toute personne un peu curieuse ». Alors, même question sur cette notion de prof influenceur. Est-ce que vous êtes à l'aise avec cette étiquette ? Alors, je n'aime pas du tout le mot influenceur parce qu'à part influencer la moyenne de physique-chimie, bon voilà, j'ai rien à vendre de particulier. Mais voilà, ça a vraiment une connotation quand même assez péjorative, influenceur. On vit pas à Dubaï, mais je préfère être appelé producteur de contenu. Voilà. Très bien. Christelle Prince, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes adjointe au bureau de l'accompagnement des usages et de l'expérience utilisateur à la DNE, la Direction du numérique pour l'éducation. Une question express pour vous. Vous êtes utilisatrice de longue date, je crois, des réseaux sociaux. Nous sommes justement allés regarder un petit peu vos dernières publications. Et sur Insta, vous parlez notamment d'un splendide Béjart pour commencer l'année. Vous utilisez les réseaux sociaux aussi bien de manière personnelle que professionnelle ? Alors sur Instagram, je me suis lancée sur Instagram il y a à peine de cela quelques mois. Justement, en arrivant au ministère, j'étais sur Twitter depuis plus de 10 ans, Facebook, sur Twitter de manière professionnelle, sur Facebook de manière personnelle et exclusivement personnelle. Et Instagram ressemble à peu près au genre de publication que j'avais pu avoir sur Twitter, mais j'ai pu retrouver un public et une veille que j'avais trouvé en arrivant sur Twitter il y a 10 ans. Je la retrouve un peu plus sur Instagram ces derniers temps. Et cela me permet de pouvoir profiter et lire les comptes d'enseignants justement passionnés et passionnants. Alors c'est parti, on va commencer par se demander, c'est quoi un influenseignant ? Ouais, dans cette première partie, on va essayer d'en savoir plus sur ces profs influenceurs. On va les appeler comme ça dans cet épisode, même si on a compris qu'il y avait beaucoup de nuances et de réflexions autour de ça. Savoir qui ils sont, ce qu'ils font, leurs pratiques sur les différents réseaux, leur motivation. Et peut-être en commençant, Nicolas, par une première question. Comment est-ce que vous avez commencé ?
J'ai commencé de manière complètement anonyme, c'est-à-dire je me suis en fait entraîné avant. J'ai commencé par une chaîne YouTube de critique littéraire où j'avais une émission qui s'appelait 1 minute, un livre. Je présentais donc un livre en 1 minute. En voix off, avec des petites animations pour illustrer. Ensuite, étape 2, j'ai eu un avatar, donc qui bougeait, qui parlait en même temps que moi, etc. Et étape 3, je me suis présenté, j'ai mis mon visage, mais sur une chaîne anglophone. Comme ça, j'étais sûr que personne en France ne la regarderait. Et enfin, étape 4, voilà, j'ai réussi à faire la même chose comme je faisais en anglais, a happy teacher. J'ai fait la même chose en français, un prof heureux. Et là, j'ai osé, je me sentais suffisamment en confiance pour montrer mon visage. Donc, c'est un long parcours. Et vous, Romain, comment est-ce que tout a commencé ? Et moi, ça a commencé comme beaucoup de profs-fluenceurs, je sais pas, appelez ça comme vous voulez, ça a commencé pendant le confinement, où je cherchais une vidéo pédagogique à montrer à mes élèves, on travaillait sur les courts-circuits, et je trouvais rien qui me plaisait, c'était soit ennuyeux, soit mal cadré, mal filmé, avec un son horrible, et je me suis dit, ça fait longtemps que ça me titillait de faire de la vidéo, et je me suis dit, bah, on va sauter le pas, t'es capable de le faire, mais enfin, pose-toi un défi, essaie de le faire, t'as tout ce qu'il faut à la maison. Bah, je l'ai fait ma vidéo, j'ai apprivoisé mon logiciel de montage, je l'ai posté sur YouTube en privé auprès de mes élèves, et ils ont adoré. Donc voilà, ça m'a encouragé. Mais au départ, c'était en privé, donc c'était pas public, c'était juste auprès de mes élèves, partagé sur Pronote, hein, tout simplement. Et c'est ma compagne qui m'a dit, tu devrais la mettre en public. Donc j'ai dit bah pourquoi pas. Donc je l'ai mise en public. J'ai envoyé à mes collègues de physique chimie sur le groupe Facebook qui m'ont fait de très bons retours. Et c'est un petit peu l'origine. Voilà, c'était ma première vidéo et voilà. Après ça continue sur les réseaux plutôt que sur YouTube pour d'autres raisons, mais maintenant c'est plutôt TikTok, Instagram, tout ça. Donc c'est de Pronote à TikTok. Et voilà, de Pronote à TikTok, exactement. Et vos pseudos, vos avatars, vos identités numériques de un prof heureux ou de physique, c'est pas anodin. Il y a beaucoup de choses derrière ce pseudo. Par exemple, un prof heureux. Pourquoi un prof heureux, Nicolas ? Un prof heureux, c'est un peu un message en réaction vis-à-vis de l'image que peut avoir le professeur sur les réseaux, mais sur les médias en général. À chaque fois qu'on parle du métier de professeur, c'est qu'il y a des grèves, c'est qu'il y a des absences, c'est parce que il y a eu un drame malheureusement. Et c'était un petit peu en réaction vis-à-vis de tout cela pour oser dire, et c'est peut-être un petit peu polémique, mais oser dire que oui, on peut être un prof en France et être un prof heureux. Voilà, c'est une sorte de revendication. Je fais pas de politique à par ailleurs, mais s'il y a un message politique, c'est celui-là. Et Christelle Prince, en fait, vous suivez les réseaux sociaux depuis longtemps, je crois. Et quelle évolution vous voyez dans l'utilisation des réseaux sociaux par les enseignants pour arriver jusqu'à ces profils qu'on voit aujourd'hui ? Déjà, j'ai vu cette évolution à travers mon parcours professionnel. J'étais enseignante, j'ai utilisé les réseaux sociaux avec mes élèves. J'étais également conseillère pédagogique ou encore inspectrice de l'éducation nationale. Si je suis aujourd'hui à la DNE, à la direction du numérique éducatif, c'est parce que mon parcours a été jalonné par le numérique et son apport justement au service de la pédagogie. Et j'ai vu en tout cas plusieurs choses, mais on va parler surtout du positif. J'ai vu des enseignants qui participent au commun numérique, surtout, et avec cette notion de partage. Et ce que j'entends aussi, c'est le côté je n'ai pas osé au départ partager, je n'ai pas osé au départ montrer mon visage, je n'ai pas osé au départ finalement m'exposer aux autres, et j'ai envie de dire qu'au contraire aujourd'hui de voir tous ces enseignants oser partager, oser s'exposer, c'est une aide précieuse et c'est quelque chose vraiment de positif. Et je voudrais rebondir sur le pseudonyme de Nicolas, un prof heureux. Oui, merci de réagir à ça et en tout cas de donner aussi un aspect positif au plus beau métier du monde. On s'est rendu compte en préparant cette émission et avec nos invités qu'on a évidemment, vous l'imaginez pas, invités pour rien, que ce côté prof influenceur, on utilise ce mot qui est très utilisé dans les médias. On s'est surtout rendu compte que c'était l'envie d'un peu de partager sa passion. Mi-geek, mi-physique, ce pseudo PhysiGeeks, il est pas anodin non plus.
Non, c'est complètement ça. Il n'y a pas besoin de faire une étude sur des textes longs comme on fait avec les auteurs français. Là, non, voilà. J'aime la physique. J'ai un côté geek et on a mis ça ensemble et je trouvais que c'était accrocheur et voilà. Il n'y a pas besoin de pas chercher plus loin. C'est exactement ça. Mais en revanche, Robin, la question de s'exposer, de se montrer, c'est pas si évident finalement. Et quelle relation vous avez avec vos élèves, avec l'entourage dans l'établissement? Est-ce que c'est très très étanche ou pas ces deux sphères? Alors, c'est relativement étanche. C'est vrai que s'exposer, déjà, c'est un choix personnel et c'est pas forcément évident. Je reviens sur ce que disait Christelle tout à l'heure. C'est que c'est pas, il y a beaucoup de profs qui se montrent de plus en plus, mais franchir le pas, c'est pas évident parce qu'on s'expose et on s'expose aussi. On parlera peut-être plus tard tout à l'heure, mais il n'y a pas que des bons côtés sur les réseaux sociaux à être enseignant, qui plus est, et en plus à montrer son visage. Mais c'est vrai que l'accueil des élèves a été très positif pour moi. C'est eux qui m'ont trouvé sur les réseaux. Hein. J'ai jamais fait ma pub, mais la magie de l'algorithme TikTok a fait que je me suis retrouvé dans leur fil, dans leur pour-toi. Ils ont commencé à me voir de plus en plus. Ça a commencé à faire le bouche à oreille. Et puis, ça arrivait jusqu'aux collègues, évidemment, jusqu'aux parents d'élèves. Et pour l'instant, moi, j'ai pas à me plaindre. J'ai vraiment des élèves qui me soutiennent, même s'il y a quand même une espèce d'omerta. On n'en parle pas trop. Voilà, il y a quand même une relation de distance entre la vraie vie et les réseaux sociaux. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et c'est très appréciable de leur part, vraiment, de pas tout mélanger. Les parents d'élèves me suivent avec plaisir. Et ça, c'est vraiment super. Et puis, les collègues, j'ai beaucoup de collègues qui me soutiennent. D'autres qui ça indiffère, mais j'ai personne qui est vraiment qui a de l'animosité envers ça. Donc ça, c'est plutôt un point très positif. Pour donner à entendre à nos auditeurs et auditrices ce que peuvent donner vos productions, je vous propose qu'on écoute un extrait audio de la chaîne YouTube de Nicolas Gaube, un prof heureux, sur l'illusion disciplinaire. Généralement, quoi que vous fassiez pour le premier cours de l'année, ça se passe bien. Ma première année en collège, je me suis dit, je sens bien, ça va bien se passer, que j'étais naïf. Naïf ou plutôt victime d'un phénomène appelé l'illusion disciplinaire. Ce concept a été repris par Audrey Murillo, une chercheuse en sciences de l'éducation. Elle a écrit un livre sur le sujet que je vous recommande vivement de lire. Il s'appelle « Prendre un bon départ avec ses classes ». Mais qu'est-ce que l'illusion disciplinaire au juste? Et comment la reconnaître, la comprendre et la dépasser? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. À l'écoute de cet extrait d'une de vos nombreuses vidéos, Nicolas, on comprend que le public, c'est plutôt celui des profs, mais on aimerait que vous nous parliez à la fois du public que vous visez, de celui que vous savez qui vous regarde réellement. Je ne regarde pas trop en fait qui regarde mes vidéos. Je ne vais pas du côté des statistiques. Voilà, je pourrais, mais je ne sais pas trop. Alors les retours que j'ai, donc moi je m'adresse aux profs. Ce sont des vidéos pour les profs. Et en fait, je me rends compte donc que l'essentiel du public est constitué évidemment de professeurs. Donc j'atteins ma cible. Bonne nouvelle, mais en fait, ça touche même des éducateurs au sens large. Hier, j'ai été en contact avec un éthologue canin et il a retrouvé certaines similarités entre ce que je propose et son métier. Et même la vidéo là dont on vient d'entendre l'extrait, dans cette vidéo-là, je parle du cadre, du care et du fun pour mener un cours. Et lui-même, dans l'éducation canine, il a besoin du cadre, du care, donc prendre soin, et du fun pour jouer avec les animaux. Voilà. Donc ce que je veux dire, il y a de manière surprenante, mes vidéos qui s'adressent aux profs peuvent toucher différents publics. Et alors Romain, peut-être vous vous adressez aussi aux chiens, je ne sais pas, mais en tout cas, quel est votre public? Un peu, vous visez qui? Alors, je vise principalement quand même les élèves, donc c'est ça qui est bien avec Nicolas, c'est qu'on est complémentaires. Je suis le premier à regarder les vidéos de Nicolas, hein, donc en tant que tu touches ta cible. Nicolas, je suis content de te toucher. Donc eh ben, parfait. Donc en fait, moi je vise principalement les élèves et je me suis aperçu en fait, alors moi je vais regarder les statistiques pour le coup, que la majorité finalement, il y a eu une petite bascule au niveau de mon compte quand j'ai arrêté de faire de l'humour prof-élève et quand j'ai commencé à faire de la pédagogie, j'ai un public un peu plus âgé, c'est surtout des élèves et des parents d'élèves. J'ai des étudiants, des grands étudiants, bizarrement alors pourtant je fais du collège, hein, donc c'est quand même pas non plus le niveau que je vise au niveau de la vulgarisation, c'est grand public et collège. J'ai quand même des gens qui me suivent qui sont assez âgés, surtout j'ai des parents qui envoient mes vidéos aux enfants, voilà, à leurs enfants pour progresser en physique-chimie principalement. Et vos vidéos, vous les faites écouter à vos élèves aussi? Alors, je leur dis rarement, en fait je suis très pudique avec ça, donc ils me suivent. Ils savent que je sais qu'ils me suivent. On n'en parle pas. Il n'y a pas de lien explicite entre le cours. La vidéo, c'est pas le sujet que vous êtes en train de traiter.
Alors, ce mes moment-là? vidéos et les cours sont. Alors, souvent, si. Alors, l'inspiration, c'est souvent ce que je suis en train de faire ou ce que je vais faire dans le programme. Quand je les écris, je pense à mes élèves principalement, mais je vais pas faire de la pub. C'est juste une question de pudeur, tout simplement. Christelle Prince, dans les partages qu'on voit d'un certain nombre de profs qui s'adressent du coup aux profs comme on vient de le voir, est-ce que vous pensez que ça peut participer au développement professionnel de leur père justement ? Il y a plusieurs choses. Je pense qu'effectivement, cela peut participer au développement professionnel de chacune et chacun. D'ailleurs, beaucoup d'enseignants débutants vont beaucoup consulter les blogs. Alors, il y a quelques années, c'était les blogs. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus les réseaux sociaux, Instagram et YouTube. Mais disons que ces professeurs que l'on appelle influenceurs aujourd'hui, ce sont les anciens blogueurs d'il y a encore quelques années. Ils sont inspirants. Et ça, c'est important. Et ils parlent un langage concret, pratico-pratique, pédago-pratique. Et je pense que c'est cela qui est recherché. C'est d'avoir la sensation que la personne qui s'adresse à eux, elle aussi, prépare comme eux les cours pendant des heures, réfléchit à tout cela avec des élèves d'aujourd'hui, avec les besoins identifiés d'aujourd'hui et toute la complexité que cela peut avoir derrière. Ils ont cette sensation que cela résonne dans ce qu'ils vivent eux au quotidien. Il y a tout de même des professeurs qui ne sont pas forcément dits influenceurs, mais en tout cas qui produisent beaucoup et partagent beaucoup sur les réseaux sociaux, qui sont aussi formateurs et des référents du coup qui se sont formés et développés, et justement parce qu'ils se sont mis à partager et qu'ils ont vu qu'ils avaient un public, c'est pas le bon mot public, mais qu'ils avaient des followers et des personnes qui les suivaient. Cela leur a donné envie de certifier tout cela, de rendre avec de grandes guillemets légitime la posture qu'ils ont eu un petit peu de former et de transmettre ce qu'ils savaient. Et même chez ces professeurs sur les réseaux sociaux, on voit que certains évoluent. Moi, en 15 ans, j'en ai vu beaucoup passer le CAFIPEMF, cette certification pour justement devenir maître formateur, ou justement évoluer dans leur carrière et avoir des postes avec voilà cette fonction de transmettre leur savoir d'enseignant. Avant qu'on se demande comment vous produisez ces contenus, comment vous les créez, on va justement écouter un petit extrait d'une publication de PhysiGeeks. Et là, on va voir qu'il y a beaucoup de boulot derrière. Alors comme ça, tu sais pas ce que c'est qu'un ion, tu comprends rien. On a peut-être la solution. Ah tiens, c'est drôle, t'as capté le jeu de mots? Visiblement non. C'est parti pour la leçon. Un ion, c'est un atome ou groupe d'atomes qui possède une particularité. Parce que contrairement à l'atome, les ions sont électriquement chargés. Déjà faut penser à différencier les deux types d'ions auxquels on sera confronté. Les ions positifs, appelés cations, pour eux le tarif c'est d'ions et des électrons. Les ions négatifs, appelés anions, leur seul objectif c'est de choper de l'électron. Mais vu que t'es nouveau, je te file le tuyau. Jamais faut toucher au proton du noyau. Maintenant entre nous, si tu veux savoir qui gagne ou perd des électrons dans l'histoire, regarde le tableau, la dernière colonne, tous ces éléments sont appelés les gaz d'homme. Pas de secret, tous les autres veulent leur ressembler. Prendre des électrons ou s'en débarrasser pour avoir la même structure électronique que tous ces BG. Comment c'est construit, comment vous l'avez écrit, combien de temps ça prend, enfin voilà, c'est plein de questions. Alors, combien de temps ça prend? Au départ, j'avais arrêté YouTube parce que je trouvais que ça me prenait beaucoup de temps. Et je me suis rendu compte qu'en fait, faire une chanson comme ça sur les réseaux, enfin pour 1 minute 30, même pas, elle fait 50 secondes celle-là, en fait, c'était idiot, parce que c'est autant de temps qu'une vidéo YouTube, entre l'écriture, la composition, l'enregistrement, le mixage, le tournage du clip, le montage du clip, et puis il faut rajouter aussi les sous-titres après, parce que par exemple, moi j'ai pas mal de public, j'ai des gens qui sont malentendants, donc il faut mettre les sous-titres, et je pense à eux à chaque fois que je le fais. On est sur quasiment un temps plein on est sur 25-30 heures pour une vidéo. Celle-là, par exemple, c'est 25-30 heures de travail, ouais, cumulé. Donc ça prend un temps qui est pas forcément, qui déborde beaucoup sur le métier d'enseignant, qui est déjà un métier chronophage. Donc on dort pas beaucoup. Voilà. C'est là que vous trouvez la marge. C'est ça, le sommeil. Oui, justement, c'est une question qui me paraît importante et légitime pour le coup à quel point l'un croque sur l'autre, ce mélange de perso, de privé, à quel point on peut se dire que, si on faisait un petit détour du côté obscur, de se dire, peut-être que ces profs-là, ils passent trop de temps à partager sur les réseaux et un peu moins en classe. Comment vous trouvez cet équilibre entre vie familiale, vie professionnelle et activité
on pourrait dire quand même périprofessionnel sur les réseaux finalement. Nicolas? Je cherche encore cet équilibre. Je ne l'ai pas. Tout simplement. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, donc faire une vidéo YouTube, ça prend beaucoup de temps. C'est du travail invisible. Et en ce qui me concerne, c'est rarement réinvesti en classe ou en formation, voire jamais en fait. C'est l'impulsion du moment. Tiens, ça, je trouve que c'est intéressant. Je vais partager ça. Et ouais. Et donc non, l'équilibre, je l'ai pas. Et donc ce qui fait que j'aimerais vraiment, pour réussir sur YouTube, il faut produire minimum une vidéo par semaine, et 2 ou 3 c'est mieux. Et là, j'en suis même pas à une par mois. Donc j'ai envie d'en faire plus, mais c'est très compliqué. Et donc là, clairement, là depuis le mois de novembre, j'ai pas dû faire de vidéo sur ma chaîne parce que pas le temps. Je rebondis sur ce que dit Nicolas parce que je suis entièrement d'accord. Je n'ai toujours pas trouvé cet équilibre non plus. Ça peut être compliqué et c'est vrai que cette activité sur les réseaux peut être est très chronophage et peut mettre en difficulté. Moi, j'ai eu des problèmes avec ma vie familiale, par exemple l'année dernière, où je me suis beaucoup investi sur les réseaux et quand la balance elle penche un peu trop, j'ai ma famille, mes enfants et ma compagne qui m'ont dit on est content pour ce que tu fais, mais nous oublie pas quoi. Donc cette année, par exemple, j'ai décidé de baisser un peu sur les réseaux. Donc comme Nicolas aussi, tant pis si je publie pas régulièrement. On fait pas ça techniquement pour la gloire ou pour être connu. On veut juste partager. Et tant pis, c'est pas grave. Mais je privilégie quand même mon travail et ma famille. Les réseaux, ça passe après. On va justement parler un peu des risques finalement et peut-être des limites, celles que peut mettre l'institution, mais aussi celles qu'on peut se mettre soi-même. Alors c'est le temps 2 de cet épisode sur les réseaux comme en classe, déontologie, liberté d'expression, devoir de réserve et discrétion professionnelle. Donc l'idée, c'est de rappeler les bonnes règles d'usage finalement des réseaux sociaux par les professeurs. Christelle, c'est quoi le cadre dans lequel tout ça peut s'exercer ? Il n'y a pas de cadre clairement défini, en tout cas en ce qui concerne les réseaux sociaux à proprement parler. Une charte était en train d'être travaillée, en train d'être pensée. Elle n'est pas sortie de manière officielle. En revanche, s'il y a un cadre qui existe depuis longtemps, c'est celui des principes en fait qui régissent le système éducatif. De toute façon, tout professeur des écoles, tout fonctionnaire d'État doit respecter les principes du système éducatif, qui sont la gratuité, la neutralité, la laïcité. Et puis, bien sûr, la liberté de l'enseignement et l'obligation scolaire. Mais en tout cas, il y a ces principes fondamentaux qui sont la neutralité, la laïcité. Et ça, tout fonctionnaire d'État, où qu'il soit, de manière virtuelle ou en IRL, comme on dit, in real life, en vrai, en chair et en os, dans sa classe, se doit de le respecter. On va revenir sur ces éléments légaux, mais même au-delà de ces éléments légaux, je vais le dire comme ça, comment vous, en tant que producteur de contenu, allez, je vais dire ça maintenant pour vous, Romain et Nicolas, vous gérez alors ces risques, mais aussi peut-être les limites ou les freins que vous mettez vous-même dans vos publications ? En ce qui me concerne, j'ai fait le choix de mettre mon nom et mon prénom. Donc voilà, c'est comme ça, c'est une transparence totale et c'est un garde-fou également, parce qu'on sait que les gens disent des choses pas très gentilles lorsqu'ils se cachent derrière un pseudo parfois. Et je me suis dit, ok, donc ce que tu vas dire, tu vas pas le dire en juste un prof heureux, tu vas le dire aussi en ton nom. Donc c'était important que mon nom apparaisse ou soit trouvable très facilement, voilà. Et en ce qui me concerne, même si ça ferait beaucoup plus de vues, même si ça pourrait faire péter l'algorithme, je sais pas. Ma limite, c'est que je ne parle pas de l'éducation nationale en général. Voilà. Ma vie privée reste privée. Sur Instagram, je peux mettre des photos de choses que l'on pourrait qualifier de ma vie privée, comme lorsque j'ai raté ma dernière galette des rois, qui allait être carbonisée. Ah oui, je l'ai voilà. Ça valait le coup, je crois, d'être magnifique. Ça valait le coup d'être partagé. Galette à la pyroline. Voilà, c'était ça exactement. Mais voilà, c'est juste pour faire rire ou ce genre de choses-là. Mais ma ligne de conduite, c'est celle-ci. Je travaille, je dirais presque comme si l'éducation nationale n'existait pas. Voilà, je m'adresse plus aux professeurs en tant que métier, aux professionnels que nous sommes, et plus que
plus qu'autre chose. Et vous, Robin, qu'est-ce que vous vous mettez comme limite ? Est-ce que vous y réfléchissez ? Notamment, vous allez pas mal vers l'humour, donc ça peut parfois être un petit peu risqué. Alors effectivement, c'est vrai qu'au début, j'avais pas pensé à tout ce que disait Christelle comme risque. Quand je me suis lancé sur les réseaux, j'avais pas en tête cette histoire de limitation, agir en fonctionnaire de l'État et de garder ça. Ça m'a jamais posé de problème, mais c'est vrai que maintenant, quand j'y réfléchis, c'est implicite parce que quand je fais quelque chose, je me mets pas forcément de limite. Ma seule limite, c'est je veux pas être vulgaire pour être vulgaire. Faut que ce soit dans le cadre d'un sketch, etc. Je sais que ce sont des parents et des enfants qui me regardent, donc c'est eux mes garde-fous. Voilà, je fais mon contenu en ayant cette cible en tête. Je pense pas forcément en tant que fonctionnaire de l'État dans le sens où je fais du contenu pédagogique et que je vais pas dans des polémiques, etc. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, Hélène, il y a des fois, je fais des blagues sur le métier d'enseignant. J'ai fait un petit sketch où, comme si mon inspecteur me suivait. Voilà, bon, c'est des traits d'humour, ça va pas très loin. Le but, c'est que effectivement, ça blesse personne et qu'il n'y a pas de critique ouverte envers une personne en particulier. Voilà, c'est juste de l'humour. Donc, à manier avec précaution, bien sûr, l'humour, on sait jamais. Ça peut être dangereux, ça peut vite déraper. Mais moi, j'y pense pas trop. Voilà. Christelle, vous disiez qu'il y a une charte qui est en train d'être réfléchie ou écrite. Avec Hélène, en cherchant, la seule chose qu'on a trouvée qui s'en rapprochait pour l'instant, c'est un avis publié par le Collège de déontologie avec un certain nombre de recommandations. Il y en a une dizaine. Et on s'est dit avec Hélène, pour rien cacher de la préparation de l'émission, que cet avis tenait pas encore compte de ces profs influenceurs, de ces profs sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que ça va évoluer dans ce sens-là ? Comment que c'est observé de vue du ministère ? J'imagine que c'est déjà d'un complexe vu qu'il y a beaucoup de monde, et de deux, ça évolue très vite. Donc, pensez vraiment qu'il y a une charte qui va à un moment être publiée pour donner ses bons usages, pour rassurer un petit peu tout le monde, enseignants comme communauté éducative ? Nous avons sorti l'année dernière, il y a une charte pour l'éducation à la culture et à la citoyenneté numérique qui est parue l'année dernière. Nous sommes en train de travailler, d'ailleurs c'est le bureau pour lequel je travaille, le bureau des usages pédagogiques, nous sommes en train de travailler à son accompagnement et à sa vulgarisation, justement, pour qu'elle puisse être accessible et parler à toute la communauté éducative, aussi bien un élève de CE1, CE2 qu'à un élève de 3e. On en parlera peut-être un peu après, mais dans cette charte pour l'éducation à la culture et à la citoyenneté numérique, on s'adresse en fait à tout le monde, aussi bien à l'élève dans ce qu'est le numérique aujourd'hui, un espace d'émancipation, d'inclusion, un espace de droit aussi, et puis un espace de vigilance. Et en s'adressant ainsi aux élèves sur ce qu'est le citoyen numérique, on s'adresse aussi aux enseignants chargés de transmettre ces valeurs que nous voulons justement établir dans ce monde numérique, à la culture numérique. Et donc, c'est au travers de ce travail-là, et de ces discussions et de ces échanges que cela va pouvoir susciter, que nous souhaitons pour l'instant aborder les choses. Mais bien entendu, si une charte peut être dirigée vers les enseignants pour que même pour eux, les choses soient plus claires, je pense que ce travail sera davantage développé. Mais là, c'est vrai qu'on s'est beaucoup plus concentré sur l'accompagnement et la pédagogie. Et en faisant cela, on sait qu'on s'adresse aux enseignants qui y sont très sensibles. Ouais, je voulais rebondir là-dessus. C'est vrai que je pense que tout ce qui est règles numériques, en fait, le confinement, pour parler de lui, je pense que cette influence de professeurs sur les réseaux, personne l'avait vu venir, y compris, je pense, les enseignants eux-mêmes. Et c'est vrai que le cadre était pas très très clair au départ, donc il y a vraiment une liberté. Et je sais que parfois ça peut poser problème. Et c'est vrai que c'est bien qu'il y ait quand même des règles qui encadrent ça, parce que moi, je suis incapable de vous citer ce que j'ai le droit de faire ou ce que j'ai le droit de dire vraiment sur les réseaux, hormis ce que je pense pour les parents d'élèves ou pour les élèves à qui je m'adresse. Mais par rapport au ministère de l'Éducation nationale, par exemple, j'ai des idées, hein, évidemment, mais il n'y a pas de texte clair, justement, qui explique ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on a le droit de faire, pour quelle question, sécurité ou choses comme ça. Christelle ? Je pense qu'au contraire, les réponses, vous les avez. En fait, finalement, un enseignant numérique, on va dire, en tout cas virtuel ou sur une plateforme virtuelle, s'ouvre à l'international, au monde entier, à quiconque voudra l'écouter ou le voir ou l'entendre. Et finalement, prend la même posture, voire s'autorise peut-être
d'autres choses dues aussi aux outils qui s'offrent à lui, aux effets de son, la musique. Enfin voilà, venir avec sa guitare tous les jours en cours, c'est peut-être pas possible pour chanter la chanson des Ions, mais en tout cas, il s'offre ici des outils complémentaires et supplémentaires pour venir, au contraire, sublimer la pédagogie. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que vous l'avez dit vous-même, quand vous engagez votre nom et votre prénom, par exemple, ou quand vous vous adressez à des élèves, vous tenez la posture. Vous avez une posture, vous avez des garde-fous qui vous disent jusqu'où vous pouvez aller, parce qu'en fait, vous êtes professeur, tout simplement. Alors bien sûr, moi je cite fonctionnaire d'État, voilà, mais vous êtes tout simplement un professeur qui s'adresse à ses élèves comme vous le feriez dans votre classe, et pour cela, vous le faites très bien. Ensuite, on a des enseignants qui utilisent beaucoup l'humour, l'esprit critique, qui peuvent, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, à partir du moment où il y a un respect et que aucun mal n'est fait à quiconque, ou d'humiliation, ou de personnes visées qui puissent venir après, là on peut parler de cyberharcèlement, de trolls, etc. À partir du moment où personne n'est touché dans son intégrité, en général il faut y aller, au contraire. Et le numérique permet cette audace qui peut être intéressante. Oui, en fait, c'est vraiment un équilibre justement entre le risque ressenti, pressenti et l'audace, parce que finalement, en préparant cette émission, on s'est rendu compte que même si on a des a priori, on se dit oulala, c'est risqué un enseignant sur les réseaux, etc. A priori, ça se passe plutôt bien, c'est ce que vous nous dites, Nicolas et Romain. Et finalement, vous, Christelle, au niveau du ministère, vous ne repérez pas qu'il y a un problème particulier à ce que les enseignants s'expriment de cette manière sur les réseaux? On trouve au contraire que nous avons tout à gagner à pouvoir être liés et en communication avec ces enseignants, comme je le disais tout à l'heure, que je qualifiais de passionnés et passionnants. Ensuite, c'est comme dans la vraie vie, si je puis dire. J'ai été inspectrice de l'éducation nationale, et sur le terrain, on peut avoir des enseignants qui craquent, des enseignants qui qui ont des postures qui peuvent questionner. Mais c'est pareil sur les réseaux sociaux. On est dans l'humain, et parfois les limites sont dépassées ou pas, et tout simplement ils sont reçus, un échange est fait, et voilà. Mais c'est exactement comme dans la vraie vie. Mais de mauvaises postures, il y en a peu. Il y a surtout des enseignants qui veulent partager, qui veulent s'ouvrir à d'autres, qui veulent s'inspirer, et puis qui veulent communiquer et valoriser le travail des uns et des autres. Vous nous offrez, je crois, la transition idéale vers la troisième partie, qu'on a intitulée « Une nouvelle image du prof pour susciter des vocations », avec cette idée effectivement de pointer le rôle de ces profs sur les réseaux, qui donne peut-être une nouvelle image, qui renouvelle l'image du prof, peut-être même un rôle possible dans la crise de recrutement. Allez, pour commencer par vous, Romain, est-ce que vous êtes conscient d'avoir quand même une responsabilité dans cette nouvelle image de l'enseignant, du prof d'aujourd'hui, en tout cas d'y contribuer? Alors au départ, j'en avais absolument pas conscience. C'est en fait d'avoir été contacté par beaucoup de collègues. Et quand on fait des vidéos, souvent on a des commentaires sous la vidéo, ou alors on a des messages en privé. Et c'est vrai que j'ai commencé à me rendre compte de l'ampleur de la chose quand j'avais beaucoup de collègues qui m'envoyaient des petits messages adorables en disant merci beaucoup pour ton inspiration. Vraiment, c'est un plaisir de te suivre et ça me donne envie de continuer ce que je fais en classe ou de m'inspirer de ce que tu fais. Et ça a été dit, on l'a dit au début de l'émission, effectivement, inspirant, c'est quelque chose qui, a priori, on inspire les gens, et tant mieux. C'est vrai que j'ai pas cette idée, c'était pas forcément une motivation, je me suis pas dit en faisant des vidéos, tiens, je vais montrer une bonne image de mon métier, c'était juste, j'avais envie de faire ça, et puis tant mieux, j'ai envie de dire, si ça inspire et donne de la bonne humeur et fait naître des vocations aux gens, tant mieux. Nicolas, avec votre pseudo, vous l'avez dit un petit peu en début d'émission, c'était quand même une ambition derrière votre identité numérique? En tout cas, c'était ambition, c'est un grand mot, mais en tout cas, c'était un choix conscient. C'est-à-dire, le message, il est là, on peut être prof et être heureux, et en sous-texte, c'est comment s'épanouir professionnellement. Voilà, il y a aussi ce discours-là. Et donc, c'est quelque chose qui était assez volontaire de ma part.
Et je rejoins ce que disait Romain, c'est que ce sont les retours par les commentaires, par les messages privés qui touchent. Et je repense à des messages d'étudiants qui se disent je veux devenir professeur, mais toute ma famille me dit de ne pas le faire. Et ça crève le cœur. Ça crève le cœur. Parce que on se dit, voilà où on est l'image de mon métier à l'heure actuelle. Il y a des jeunes qui ont envie de devenir professeurs, mais qui n'osent pas parce que la famille, etc. Donc après, il faut pas être angélique. Voilà, mon message, oui, c'est un prof heureux, mais je suis loin de l'angélisme. Et ceux qui me suivent sur Instagram ou ailleurs, ils le savent que je partage tous mes ratés. Tous mes ratés au quotidien aussi, parce que c'est important de montrer que on peut rater tous les jours, et en fait si je regarde bien tous les jours je rate quelque chose, et c'est ça qui fait qu'on progresse et qu'on devient meilleur. Et c'est aussi ça la beauté du métier, c'est cette volonté perpétuelle, continuelle de progresser et d'en apprendre sur soi et sur son métier tous les jours. Voilà, c'est aussi le message que je veux faire passer. C'est pour ça que je partage des articles de recherche et ce genre de choses-là pour montrer que c'est un sujet inépuisable et qu'on n'a jamais fini d'apprendre. On l'a vu un peu dans l'extrait qu'on a entendu sur l'illusion disciplinaire. Vous vous êtes défini vous-même comme un vulgarisateur. Vous avez quand même cette idée vraiment de créer une sorte de communauté autour de vous, d'essayer d'outiller peut-être des nouveaux collègues. Il y a une fonction un peu de bouée de secours parfois de ces vidéos. Et ça nous faisait penser avec Régis à un film qu'on a vu, je ne sais pas si vous l'avez vu en début d'année scolaire, qui s'appelait Un métier sérieux. Et en fait, il y a un jeune contractuel qui arrive un peu perdu, et ses collègues lui disent « Regarde les vidéos d'Yvan Monka », donc c'est un youtubeur très connu en mathématiques. Et en gros, il lui dit « Avec ça, tu peux faire tes premiers cours, vas-y ». Enfin, c'était un peu la bouée de secours. Vous ressentez ça, Romain, aussi, ce côté-là ? Je ressens pas forcément de ce côté-là. Enfin, il y a quand même des gens qui envoient des élèves ou des jeunes professeurs sur mes vidéos, mais c'est vrai que je me sens pas forcément légitime par rapport à ça, dans le sens où moi je fais de la vulgarisation scientifique et j'ai pas le même rôle que Nicolas par exemple, qui lui est là pour entre guillemets montrer le chemin. Même moi j'ai recommandé souvent des vidéos de Nicolas à mes collègues qui justement voulaient tester différentes choses dans leur classe, les classes flexibles, différentes façons de gérer son temps, différents outils numériques. Donc, mais je me sens pas aussi légitime que Nicolas par rapport à ce rôle-là. Nicolas, sur ce rôle. En fait, la légitimité, c'est une grande question en ce qui me concerne. Ce sont les autres qui la donnent. C'est-à-dire, moi, en toute humilité, je montre soit ce que je fais, soit ce que je lis, et après, je laisse les autres se prendre en main quelque part. Et c'est quand j'ai reçu des messages du type je peux utiliser cette vidéo-là pour telle formation, je peux la montrer dans le cadre tel. C'est là que je me suis dit ah oui, ok, il y a une utilité à ce que je fais, et ça donne envie de continuer aussi, parce que les réseaux sociaux, ça est aussi une caisse de résonance qui résonne creux. Notamment au début quand on commence, où on se dit mais pourquoi j'ai fait ça, à quoi ça sert, j'ai passé 30, 40, 50 heures à faire une vidéo de 10 minutes, et à quoi ça sert. Donc voilà, il y a les deux aspects. Disons que j'ai la volonté bien sûr de partager la recherche, notamment en éducation, à un maximum de personnes, mais après les gens et le public fait ce qu'il veut avec. Je me sens pas en tant que prédicateur en quelque sorte, vous voyez. C'est vraiment, je montre ce que je connais, parce que ça fait plus de 20 ans que je suis prof, donc je connais un ou deux trucs, mais après les gens s'approprient ce que je fais comme ils veulent. Ce qu'il y a d'extraordinaire, ouais, je vais utiliser ce mot parce que on pourrait avoir l'image de l'extérieur de se dire ces profs sur les réseaux, gros égos, ils se montrent beaucoup, et on sent chez beaucoup, et notamment chez vous deux, cette très forte humilité qu'on retrouve chez tous les profs. Donc je trouve que ce regard et donner à voir ça, c'est particulièrement intéressant. Christelle, est-ce qu'on pourrait imaginer que le ministère s'appuie sur des profs comme Romain et comme Nicolas, des profs sur les réseaux pour susciter des vocations justement? Nous sommes en dialogue permanent avec beaucoup d'enseignants et beaucoup de professeurs qui publient sur les réseaux sociaux. Alors bien sûr, nous, au niveau du ministère et de la DNE, nous avons des référents ressources. Nous avons des personnes qui publient et qui font le lien et qui produisent des ressources
pour nous et qui les véhiculent. Donc, il n'est pas question au contraire de dire qu'ils ne servent à rien. Bien au contraire, heureusement qu'ils sont là et j'en profite pour les remercier. Ils font un travail formidable. Comme l'ont dit Nicolas et Romain, c'est différent. C'est un pas de côté. Et ils le font avec ce qu'ils sont. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et nous sommes très preneurs de cela, de cette authenticité. C'est important, cette authenticité-là. Et nous participons à plusieurs salons où nous les rencontrons, où nous dialoguons. Et je sais qu'il y a, vu que je travaille aux usages pédagogiques, moi je suis sur Instagram, où j'y suis depuis quelques mois de manière professionnelle. J'avais un compte personnel avec un pseudo pour qu'on ne me retrouve pas. Mais j'ai un compte professionnel sur Instagram depuis quelques mois. Et je découvre une communauté extraordinaire. Je m'abonne à tous les comptes d'enseignants que je trouve au fil de l'eau et inversement. Et au contraire, oui, ça me donne envie d'en faire quelque chose, oui. En tout cas, ceux qui seraient intéressés pour dialoguer avec nous et avec la DNE, avec moi, au contraire, c'est toujours très intéressant de pouvoir travailler avec eux. Nicolas. Ouais, ça m'évoque quelque chose parce que dans mon parcours professionnel, j'ai eu l'occasion de travailler pour la DRAN, la CARDI, voilà. Et là, je mets au défi les professeurs. Ceux qui vous écoutent, ça doit être certainement un public particulier. Mais vous allez dans n'importe quelle salle des profs, dans les collèges, vous dites DRAN, vous dites CARDI. Est-ce que vous dites aux collègues, est-ce que tu sais ce que c'est? Non, je ne sais pas. La plupart des collègues ne savent pas ce que c'est. Et donc, ça interroge sur un certain problème de communication que peut avoir l'institution vis-à-vis des professeurs en général. On ne connaît pas, quand on essaie d'innover, on ne sait pas qu'on peut être soutenu par la CARDI. Quand on a un projet numérique, on ne sait pas qu'il y a la DRAN aussi qui peut nous apporter son soutien, parfois avec des ordinateurs, parfois avec des professionnels, enfin des professeurs référents. Tout ça, on l'ignore. Et c'est aussi de cette frustration de voir que toutes ces choses-là existent, mais que personne ne sait. Cette frustration-là m'a fait aussi devenir youtubeur, c'est-à-dire pour essayer d'informer sur toutes les ressources institutionnelles qui existent, mais qu'on ne connaît pas. Et donc ça pose la question en creux de cette communication de l'institution vis-à-vis des professeurs qui parfois ne passe pas. Parce que quand on est pas bien dans son métier et qu'on a parfois un regard négatif sur l'institution, ce qu'elle a à nous proposer, on ne veut pas l'entendre. Et donc je pense que nous, professeurs de terrain, nous qui travaillons au quotidien et qui partageons avec une proximité dont Christelle a parlé, voilà, cette proximité-là, c'est un langage différent. Et c'est pour ça qu'il y a des groupes Facebook de profs qui explosent aussi avec un nombre d'adhérents énorme et là où il y a beaucoup de partage. Voilà. Romain. Je voulais juste rebondir sur ce que Christelle vous avait dit par rapport au pas de côté. Clairement, je sais pas si Nicolas est dans le même cas que moi, mais justement, il y a le métier d'enseignant et le fait de faire le pas de côté. C'est-à-dire que tu parlais, Nicolas, il y a quelques instants, de pas forcément être à l'aise dans son métier. Et je peux en parler aussi un petit peu. Moi, j'étais pas forcément très à l'aise dans mon métier avant de faire ce pas de côté, et ça m'a permis de retrouver justement un nouvel élan, en fait, une nouvelle façon de partager, une nouvelle façon de me renouveler, de remettre à jour mes pratiques pédagogiques et cet aspect vidéo, pas forcément corrélé, mais en tout cas en même temps, parce que on n'est pas tous à l'aise dans notre métier, et comme tu disais, des fois les solutions ou les réponses de plus haut sont pas forcément satisfaisantes, et aller trouver un nouvel élan, aller se renouveler, justement, aller chercher l'inspiration ailleurs, et s'épanouir aussi dans une autre voie, ça peut être vraiment bénéfique. Voilà, je reviens sur le mot pas de côté de Christelle m'a marqué. Et moi, je garde le mot inspiration, puisque c'est le temps de cette émission. Vous êtes tous les deux inspirants, on l'a dit, mais qu'est-ce qui vous inspire, vous? On commence par Romain. Alors, pour rester dans le thème, parce qu'il fallait chercher quelque chose dans le thème, je vais recommander un de mes collègues influenceur, enseignant, peu importe. C'est un compte qui s'appelle Balance pour la balance. Ah. C'est un collègue qui est professeur des écoles, que j'ai eu la joie de rencontrer en vrai et d'échanger à Paris. Et c'est vraiment un collègue qui, lui, m'inspire beaucoup, parce que il va vous prendre des situations. Il est professeur en maternelle en ce moment. Il va prendre des petits cas concrets de ce qui lui arrive, de raconter ses petites histoires, mais toujours derrière,
toujours développer en fait la pensée, vous amener à réfléchir sur vos pratiques, vous amener à réfléchir sur qu'est-ce que vous auriez fait à cette place-là. Il écrit extrêmement bien, vraiment, je suis jaloux. Je trouve qu'il écrit et il parle vraiment très très bien et c'est vraiment un énorme coup de cœur sur les réseaux. Voilà, le compte Balance pour la Balance. Alors, anecdote que nous dit dans le chat, il faut quand même le dire pour le coup, Christelle qui nous dit « J'ai été son inspectrice », donc comme quoi la boucle est bouclée. Et j'avoue que de mon côté, j'ai vu un de ces, c'est presque un stand-upper, un de ces spectacles à Mohamedou qui est extraordinaire. Alors moi je l'ai vu, je l'ai vu démarrer, je l'ai vu en classe avec des élèves. Il est incroyable, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, quand on parlait d'authenticité, il a ce même verbe, ce charisme en classe. Voilà, et d'ailleurs je le salue parce que voilà, je vraiment un enseignant passionné, réfléchi et en même temps qui sait dire les choses avec beaucoup de respect, d'humour et d'humilité. Christelle, je vous laisse continuer sur l'inspiration du coup. Alors, ça va faire un petit peu institutionnel, mais je voudrais vraiment revenir sur cette charte pour l'éducation à la culture et à la citoyenneté numérique. Nous allons l'accompagner au niveau de la DNE et je pense qu'on peut vraiment en faire quelque chose. Ça peut faire une base et nous sommes en train de la vulgariser avec plusieurs partenaires. Déjà, nos partenaires pour cette charte, ce sont la CNIL, l'ARCOM, le CLEMI et nous allons faire un numéro hors série avec un magazine qui s'appelle Chute Explore. Et nous allons faire un hors-série spécial charte avec une carte des routes du numérique qui va reprendre tous les articles de cette charte et qui reprend toutes les valeurs que nous voulons transmettre à nos élèves et nos enseignants qui les portent. Et puis aussi un épisode spécial Vincelou sur la charte justement qui va sortir pour le Safer Internet Day. Et donc voilà. Donc, au contraire, si des enseignants influenceurs veulent vulgariser cette charte, je suis preneuse et n'hésitez pas. À bon entendeur, Nicolas, est-ce que vous avez trouvé une inspiration depuis tout à l'heure ? C'est pas bien de dénoncer. Oui, non, mais à la réflexion, pour être dans la continuité des gens qui m'ont inspiré et qui continuent de m'inspirer, je voudrais présenter un podcast qui s'appelle Les Ingénieux pédagogiques, qui est réalisé donc par des professeurs francophones, canadiens francophones, où en fait leur manière de fonctionner, c'est qu'ils vont lire et commenter un article issu de la recherche. Voilà. Et donc leur objectif, c'est d'être un pont entre la recherche et les enseignants pour expliquer comment mettre en place parfois certaines choses qui sont exposées dans les articles scientifiques. Et ils en discutent également. Et également, ils critiquent ces articles-là. Ce ne sont pas parce que ce sont des articles de science et de recherche qu'on n'a pas le droit de les critiquer également. Et c'est très très didactique. Et il y a beaucoup, c'est très détendu. Voilà, c'est pas trop intello, c'est très naturel. Et voilà, je voulais vraiment partager leur travail parce que c'est vraiment de grande qualité, ils le méritent. Et sur ma chaîne YouTube, j'ai moi-même pris des articles qu'ils ont présentés sans vergogne et j'ai refait des vidéos sur les mêmes articles. Bon, je les ai quand même à chaque fois nommés, bien sûr. Mais voilà, donc c'est vraiment des gens bien, comme on dit. Ces références, on va les retrouver dans les notes de l'émission. Et on vous signale aussi, si vous ne l'avez pas déjà écouté, un épisode des énergies scolaires, l'épisode numéro 65, où on retrouvait Héloïse, alias Artémis, dans un épisode qui s'appelait « Ma prof d'art plastique est une influenceuse ». Voilà, avec encore une autre expérience à écouter. Allez, un dernier mot pour conclure cette émission. Donc, je m'en suis noté quelques-uns. Inspirant et inspiré, un pas de côté, s'épanouir autrement et surtout partageur. J'ai l'impression ce qui vous définit bien. Donc un grand merci Christelle, un grand merci Romain, un grand merci Nicolas à tous les trois. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Ouais. Et bonne continuation sur les réseaux. À très bientôt sur les réseaux. À bientôt. À bientôt. C'était Prof Influenceur de la classe au réseau, préparé et animé par Hélène Audard et Régis Forgione. Montage et mixage. Simon Gattegno avec l'appui technique de Romain Kospérec. Coordination de production. Luc Taramini, Hervé Thury, Magali Devance. Directrice de publication. Marie-Caroline Missia. Suivez-nous sur extraclasse.réseau-canopé.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée pour écouter tous les épisodes dès leur sortie. Une production Réseau Canopé 2024. Moi j'ai une petite question juste pour Simon. Est-ce qu'on peut lancer l'extrait, Simon ?
Qu'est-ce que c'est que ce... Ça ne marche pas. Même Dark Vador ne ferait pas mieux. Hein. Je suis un prof heureux. Extra classe.